Et ce soir, j'ai le goût de vous conter de quoi qui me touche beaucoup. Il s'agit de mon frère. Parce que j'ai un frère qui a eu un terrible accident d'auto il y a 10 ans, et dans le temps, on avait 1 an de différence. Ouais. Hein? Non. On était tout le temps ensemble. Et quand j'ai appris que c'était un grave accident, sur le coup, j'ai eu tellement peur qu'il meure, là, parce que pour moi, ça aurait été la fin du monde. Parce que 10 ans avant, il serait mort. Les médecins nous l'ont dit, avec un choc aussi sévère à la tête, il y a 10 ans, il n'aurait pas pu rien faire, et la nature aurait fait qu'il serait mort. Mais aujourd'hui, quand on dit que la médecine fait des miracles, c'est vrai. Quand ils l'ont pris, ces lieux de l'accident, puis ils l'ont emmené en ambulance à l'hôpital, 3 fois il est décédé, 3 fois ils l'ont ramené à la vie. Rendu à l'hôpital pendant plus de 3 mois de temps, grâce à leur machine puis tout ça, ils ont réussi à le maintenir en vie dans le coma. T'sais. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, ben il est vivant. T'sais. C'est bien drôle comment est-ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas débile, il n'est pas handicapé, il n'est pas mongol, mais il n'est pas normal. Il a subi un traumatisme crânien. Les personnes qui ont été victimes d'un traumatisme crânien partagent une histoire de vie singulière qui est faite d'une rupture dans leur parcours de vie. Il y a un avant, il y a le traumatisme et il y a un après. J'ai eu un accident le 26 mars 2010. J'étais sur la route, là, entre Saint-Léonard et Moissane, une belle route où on roule à 90. Et un tracteur est sorti d'une ferme et ne s'est pas arrêté au stop, je pense. Et vu l'intensité du choc, j'ai subi un traumatisme crânien lourd. Le 1er mai 2005, j'allais à mon travail à Radio France présenter les journaux du matin à Perpignan. Et à 4 h du matin, je roulais sur ma moto et je me suis fait descendre par derrière par un chauffard qui fuyait un contrôle d'alcoolémie et qui m'a envoyé en l'air. Je suis cavalière depuis, je compte même pas les années, je crois que j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 6 ans, donc ça a toujours été une passion et un art de vivre. Un soir d'été après mon travail, je suis partie avec une amie faire une petite promenade entre copines au pas. Après, c'est le grand trou noir. On m'a expliqué que c'était un monsieur très alcoolisé, ivre-mort, qui, avec vitesse excessive, est rentré dans l'arrière de mon cheval et qui l'a traîné sur plusieurs mètres. Et moi, j'ai été propulsée dans le fossé. Les mécanismes qui entrent en jeu et qui vont léser le cerveau, ça va être un mécanisme de coup qui va se produire à l'arrêt, à la décélération, et un mécanisme de contre-coup donc sur l'arrière de la boîte crânienne, et en même temps, dans la structure même du cerveau, des mécanismes de dilacération de fibres qui vont être étendus et qui vont être lésés, voire complètement rompus. Les séquelles peuvent être très invalidantes chez des personnes qui ne présentent pas d'autres signes physiques d'handicap. C'est là où on parle d'handicap invisible, c'est-à-dire une personne qui, au premier abord, n'est pas en situation de handicap, qui n'a pas la canne blanche, qui n'a pas de signes extérieurs de la personne handicapée, mais pour autant qui réellement présente des difficultés de relation avec l'autre, des difficultés dans son travail. C'est ce qu'on appelle le handicap invisible. Mon frère, c'est séquelles majeures. Maintenant, il n'y a plus de mémoire présente, puis il n'y a plus d'inhibition. Des fois, mes amis ils viennent à la maison, ça ne paraît pas, là. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a, ton frère? Là, je dis, il n'y a plus de mémoire présente. Là, ils font, ah, ouais, il oublie des affaires, là. Et je dis, non, il n'y a plus de mémoire présente. Ah, ouais, il oublie pas mal d'affaires, là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est tant que vous n'y avez pas parlé. Un exemple, mettons que je suis dans la maison avec. Il me demande l'heure, j'ai dit l'heure, il l'oublie. J'ai redit l'heure, il oublie. J'ai redit la même heure, il oublie. J'ai redit l'heure, 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 il oublie. C'est rachant, hein? C'est de même. Mais ça vaut, il répétait. Pauvre lui, il retient rien, là. Dans le drame des séquelles, chez les traumatisés crâniens, et chez moi notamment, donc c'est les séquelles invisibles et donc difficile, dur à justifier. C'est un gros problème de fatigue et de absolument savoir se reposer
toutes les 2 ou 3 heures, parce que sinon on n'avance pas du tout. L'organisation dans les papiers, ça c'est colossal pour moi aujourd'hui. Arriver à suivre une ligne et jamais s'en détourner, sinon c'est foutu, on se perd. Et dans le travail, dans toute l'organisation, aussi quand on pose un objet à un endroit, on se dit qu'il est visible de partout. Et non, on peut repasser 5 minutes après, l'objet on ne le retrouve pas. Il est parfois devant nous et le lendemain au matin on repasse et puis tac, l'objet est là, ou on repasse. Des fois ça arrive pour d'autres objets qu'on retrouve 6 mois après. Et on se rappelle, oui, on l'avait posé là, mais impossible à retrouver dans l'immédiat. Il n'y a plus d'inhibition. Moi, avant son accident, inhibition, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je sais. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune gêne. N'importe qui ici, des fois, on vient pour dire quelque chose à quelqu'un, on a comme un petit quelque chose dans notre tête qui fait « Oh non, ça se dit pas. » Mon frère, cette petite affaire-là, il l'a plus. Nous. Chaque personne victime d'un traumatisme crânien va exprimer de manière très différente et très individuelle ses séquelles, et on va avoir tout un spectre de différences, d'expressions séquellaires, qui va aller de la pure désinhibition comportementale avec une irritabilité, une impulsivité, des fois une grossièreté, des fois des gestes complètement déplacés, à de l'autre côté, quelqu'un qui va rester dans son fauteuil, absolument rien faire. Et encore une fois, ce n'est pas une question de fainéantise, d'absence de plaisir, d'absence de motivation, c'est que la structure du cerveau étant lésée, il n'est pas possible pour cette personne d'initier quelque chose. Tous mes séquelles sont invisibles. Je n'ai aucune fracture extérieure, je marche, je bouge les bras comme tout le monde. J'ai perdu l'odorat à cause de ce traumatisme crânien, puisque mon cerveau a bougé dans la tête et mon nerf de l'odorat a été en partie détruit, visiblement. J'ai des problèmes encore un peu de concentration, des problèmes de mémoire à court terme, même si j'arrive quand même à me souvenir. J'ai des problèmes d'anxiété, plus facilement irritable qu'avant. Ça dépend du contexte extérieur. En famille, dans la rue, à mon travail, c'est très très variable. Je ne me voyais pas différente. Et c'est en arrivant chez moi, de reprendre une vie normale. J'ai eu beaucoup de chance auprès de ma famille, de mes amis qui m'ont beaucoup aidée. Et à partir de décembre, ils ont essayé de voir comment je pouvais me débrouiller. Et c'est là que je dis, ah oui, t'es pas la même. Comment tu vas gérer le fait, par exemple, de quelque chose de très facile et concret, de vider un box. Autrefois, ça me prenait 15 minutes. Et là, c'était très long. Très long. Je ne comprenais pas. Et la peur aussi à cheval, parce que j'étais quelqu'un d'assez téméraire, en prenant des risques très considérés. Je dis tiens, je suis plus la même aussi au niveau cheval. Donc forcément, essayer de travailler sur la peur, et tout en sachant qu'un cheval est un animal qui reçoit beaucoup les émotions, et de se dire, sachant que j'ai des chevaux de selle, donc très 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 sensibles, c'est de se dire bon, maintenant tu as quand même des chevaux où il va falloir faire attention. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'après l'accident, ce cheval étant mort, moi je ne me voyais pas cavalière diminuée, donc j'ai pas mieux fait, et ça c'est ce qu'on appelle les achats inconsidérés. Je me suis racheté un cheval de compétition. C'est de reprendre vite sa vie. Ça a perdu tant de temps à l'hôpital, mais maintenant tu reprends. Et je me souviens de la personne qui m'a vendu ce cheval, et il me disait, mais tu sais Céline, tu as eu un très grave accident. Alors moi je voyais tout de suite aller dans les jeunes chevaux. Lui, je pense qu'il connaissait très bien peut-être les traumas crâniens, en tout cas les accidents. Donc il m'a plutôt orienté vers une jument qui avait déjà quelques années d'expérience. Et maintenant il faut être vraiment dans l'acceptation et de réduire les voiles. L'anosognosie, c'est la difficulté pour un patient de se rendre compte de son propre état. Chez un traumatisé crânien, ça va être la difficulté de se rendre compte de cette irritabilité, de ce changement de personnalité, de ces problèmes de mémoire. C'est problématique à plus d'un titre. Alors c'est problématique bien sûr pour la personne elle-même, mais surtout pour l'entourage qui est en face de quelqu'un qui est en difficulté, et cette personne en difficulté n'arrive pas à relier les difficultés au traumatisme crânien. Et c'est problématique pour nous, médecins, rééducateurs, parce qu'il est très difficile d'entamer un travail avec un blessé qui n'a pas compris que c'est à cause d'un traumatisme crânien, à cause d'un événement brutal dans sa vie, qu'il est en difficulté. Ils l'ont connu
avant son accident, là, des fois, ils me disent, y es-tu plus agressif? Y es-tu moins de même? Y est pas plus de même ou moins de même. C'est totalement une autre personne. D'autres attitudes, d'autres styles, d'autres goûts. C'est la conjonction de toutes ces séquelles au niveau de la mémoire, au niveau du comportement, qui va faire que on n'est plus la même personne. Il a fallu vraiment que je rentre dans le mur, face à des situations compliquées pour moi, pour me dire, bon maintenant, on ne rigole plus, et de prendre soin de moi. Et d'être dans l'acceptation, d'être différente. Même si toujours je ne me vois pas différente. C'est très perturbant pour la personne victime d'un traumatisme crânien, parce que bien souvent, il a gardé la mémoire de ce qu'il était avant et de ce qu'il pouvait faire avant. Donc c'est très déstabilisant parce qu'on ne peut plus faire les mêmes choses. Et là, il faut aussi que la personne, le blessé, l'intègre, qu'il ne peut plus faire la même chose. Et c'est perturbant bien sûr pour la famille qui se retrouve face à quelqu'un qu'ils connaissent. Physiquement, c'est exactement la même personne, mais ce n'est pas les mêmes réactions, c'est pas la même personnalité. Il y a le François 1 que j'étais avant l'accident et le François 2 que je suis maintenant. Nous ne sommes plus la même personne. Donc j'ai dû me reconstruire avec une nouvelle personnalité et ça m'a posé des problèmes dans ma famille aussi, avec ma vie affective, sexuelle et à l'extérieur, même dans mon entreprise. Je parle de reconstruction et de renaissance. Au niveau des séquelles aussi par rapport à la famille et aux proches, c'est-à-dire aux enfants, ça c'est quelque chose de très dur. Je n'ai pas voulu rester avec ma femme parce que je pense qu'on a l'impression en tant que traumatisé crânien de ne pas être compris. Je ne sais pas comment dire, mais on ne se sent pas soutenu par certaines personnes. Et ça c'est très difficile, notamment avec les amis aussi. Ce qu'on appelle l'handicap invisible et le trauma crânien, c'est surtout aussi les conséquences vis-à-vis de votre entourage. Je suis quelqu'un de très sociable. Mon dynamisme, mon impulsion, c'est aussi les autres. Et le fait que les gens me voyant marcher toujours droit, vaille que vaille, d'être toujours souriant, d'être toujours avenant, donc on ne me voit pas comme une victime ou quelqu'un qui est en difficulté. Le fait d'être invité des soirées, à 10h, je commence à ne plus tenir, mais vraiment le mot ne plus tenir, à commencer à se dire mais il y a un lit là, c'est super, j'ai vraiment envie d'aller me coucher. C'est ça qui est difficile. Les relations sociales ont beaucoup diminué. Et puis aussi vis-à-vis de sa famille, on vous voit pas, on veut pas vous voir comme ça. On ne veut pas vous voir comme ça. Je crois que vraiment, ce qui est le plus important, c'est de recentrer sur la personne. Chaque personne est différente, chaque blessé est différent, chaque blessé a eu une histoire de vie différente. Il faut vraiment être au plus proche de l'individu, le comprendre dans son environnement, dans ses relations à l'autre, dans sa perception de son être, de son histoire, et sur le long terme. Heureusement, un traumatisé crânien a le droit d'évoluer, a le droit de changer, a le droit de dire non ou oui à un moment et l'inverse à un autre moment.